Merci Marion de nous rejoindre et de consacrer du temps à nos entrepreneurs. Peut-être brièvement pour le rappeler aux personnes qui sont présentes, le School Lab qui organise l'événement en fait, est un studio d'innovation qui forme à la fois des grands groupes et à la fois des entrepreneurs du coup, à l'innovation. Une innovation qu'on souhaite la plus efficace, la plus moderne possible. On utilise notamment les méthodes du design thinking pour le faire. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à ces grands groupes et à ces entrepreneurs de créer des business qui soient pérennes. Et donc aujourd'hui, le live qu'on organise, il est organisé dans le cadre de la piscine. La piscine, c'est notre nouvelle formation digitale à l'entrepreneuriat, donc qui en est à sa première promotion. Et l'idée en un mois, en fait, c'est de permettre à ces entrepreneurs de suivre un programme d'incubation et d'avoir une idée et d'aller jusqu'à un premier produit et pour certains d'entre eux, du coup, des premiers clients également. Et en fait, pour les aider dans cette démarche, on met vraiment au cœur de notre accompagnement du coup l'esprit de collaboration, d'entraide et aussi l'excellence du coup de l'expérience utilisateur et l'importance d'être centré sur l'utilisateur et de résoudre ses problèmes. Et donc à ce compte-là, on a une forte appétence pour le produit et on a également un écosystème qui est immense et c'est justement dans cet écosystème en fait qu'on souhaitait mettre en avant et valoriser en mettant du coup à l'honneur Marion en tant que fondatrice, cofondatrice d'Askmona, alumni du programme Pépite des étudiants entrepreneurs, qui est un programme fondé par la région Île-de-France, par les Pépites franciliens et qui est opéré par le School Lab. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci encore, Marion, du coup, de nous accorder du temps. Peut-être très brièvement pour ceux qui n'auraient pas suivi, Askmona, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'employés. Vous avez fait une première levée de fonds en 2018 à hauteur de 500 000 euros. Vous avez de belles perspectives de croissance et de développement. Mais même si on sait tout ça, rien ne vaut le pitch de sa cofondatrice. Est-ce que tu peux nous pitcher Askmona très brièvement? Avec plaisir. Bah déjà, merci aux 25 personnes que je vois connecter d'être présentes. Donc, très brièvement, Askmona, notre objectif, c'est de faciliter l'accès à la culture et on le fait en créant des conversations entre les institutions culturelles et leur public. Et donc, très concrètement, on les aide à mettre en place des assistants personnels qui sont là pour les aider à renseigner leur public avant la visite, donc répondre à toutes les questions fréquentes et donner un avant-goût de qu'est-ce que propose l'institution culturelle. Donc, ça peut être des musées, des théâtres, des monuments, c'est assez varié. Et on propose aussi des expériences de jeu. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir des fois aider à découvrir des expositions et d'engager les publics pour qu'ensuite ils se rendent sur place ou qu'ils puissent voilà, interagir de cette façon-là avec l'institution. Et on fait aussi des parcours de médiation, cette fois-ci pendant la visite, pour permettre de, par exemple, découvrir des œuvres d'art en ayant une approche interactive. Donc, on va prendre en photo une œuvre d'art, on va recevoir des contenus dessus, on va pouvoir dérouler toute cette interaction. Donc, voilà, notre sujet à nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut proposer au public des institutions culturelles d'avoir d'autres modes d'interaction avec ces institutions pour donner d'autres types de relations. Ok, donc ça a bien grandi depuis que tu as fait le programme Prépit, ça s'est bien développé. C'est quoi peut-être on va revenir en fait à l'origine à l'origine de ton parcours, savoir un peu quel est ton parcours justement, qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Askmona. Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé par faire une double licence droit-histoire et ensuite je suis rentrée au CELSA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école de communication à Sorbonne. Et donc, j'étais étudiante en master quand j'ai commencé à travailler sur Askmona. Donc, effectivement, j'ai pas attendu de terminer mes études et j'ai rejoint tout ce qui était Pépite et étudiant entrepreneur. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, ce qui est assez pratique parce que ça m'a permis de pouvoir aménager mes horaires au CELSA pour avoir du temps et me dégager de plus en plus de temps pour Askmona. Et donc, à la fin, j'ai pu être diplômée et avoir une boîte qui avait déjà, elle était lancée depuis 1 an à peu près. Donc c'est pas mal de ne pas partir de zéro comme ça quand on termine ses études et d'avoir pu commencer en même temps que je terminais. Ok, et du coup, de ton parcours au CELSA, de ton parcours en tant qu'étudiante en communication à la Sorbonne, enfin de ce parcours-là à l'idée de ta boîte, qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé un peu des hasards de la vie et je pense que pareil, j'ai hâte d'en savoir plus sur les personnes qui écoutent aujourd'hui cette conférence par Zoom. Mais c'est un peu un ensemble de choses qui m'ont mené à ça. Je pensais pas du tout monter une boîte, c'était pas un projet. Je voulais devenir journaliste. J'ai voulu faire pas mal de choses, mais journaliste, c'est le truc qui a duré plus longtemps dans mes projets d'avenir. Et en fait, j'ai monté quand je suis rentrée au CELSA, j'ai dû interrompre ma licence d'histoire parce que je pouvais continuer ma licence de droit en même temps, mais quand même, je pouvais pas faire non plus 3 trucs en même temps. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de monter un blog sur l'histoire de Paris, ce qui me permettait de maintenir comme ça un lien avec l'histoire qui était vraiment un truc qui m'intéressait et de commencer à travailler sur des nouveaux formats. Et l'objectif de ce blog qui s'appelait Il était Paris, c'était de trouver d'autres façons, d'autres formats de parler de l'histoire de Paris et de la rendre accessible. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai été contactée par des institutions culturelles qui étaient intéressées par mes lecteurs, qui étaient globalement plutôt des jeunes qui s'intéressaient à ces sujets-là et qu'ils avaient envie de pouvoir capter et de faire venir dans leurs institutions. Et par ailleurs, j'avais des lecteurs du blog qui me demandaient souvent des conseils de visite, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir à Paris le week-end, qu'est-ce qui pouvait être fait, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce qui était au tout début Ask Mona, c'est-à-dire un chatbot de recommandations de sorties culturelles. Et donc, voilà, ce que faisait Asmona pendant ses premières heures, on va dire, et même ses premiers mois, et ce qu'elle fait toujours, mais depuis, bien sûr, on a développé d'autres activités en parallèle, c'est de répondre aux utilisateurs et de leur conseiller des sorties culturelles en fonction de ce qu'ils expriment comme envie. On a commencé par là. Et assez rapidement, on s'est aperçu que ça allait être difficile à monétiser. Et donc ensuite, on a créé en parallèle le studio. Alors peut-être que Jean-Pierre et que tu voulais me poser des questions. Euh, non. Bah, on va essayer de suivre l'ordre chronologique. Donc, si tu veux, de toute façon, on y reviendra sur le studio. Après, c'était là qu'on, si tu veux, on essaie de comprendre comment l'idéation s'est fait, comment tu t'es dit aussi, parce que quelque chose que vous mettez en avant dans Asmona et dans ce chatbot, c'est d'avoir l'intelligence artificielle du coup au service de l'art et en même temps, a priori, en tout cas pour beaucoup de personnes, l'intelligence artificielle et l'art, ça peut être deux mondes assez différents. Comment est-ce qu'il t'est venu ce rapprochement en fait entre Alors, ces deux mondes? concrètement, ce qui s'est passé, la façon dont j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est que dans nos chatbots, on a ce qu'on appelle du traitement automatique du langage naturel ou du NLP. Et donc, c'est par cet aspect-là ou ce bout-là d'intelligence artificielle que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et en fait, c'est un sujet, alors effectivement, ça peut sembler contre-intuitif de rapprocher art et intelligence artificielle, mais c'est deux domaines qui en révèlent beaucoup l'un sur l'autre. Je trouve que l'intelligence artificielle au contact de l'art nous dit des choses de l'art et nous dit des choses de l'intelligence artificielle. Et donc, ça permet, c'est un domaine qui est assez dynamique dans le sens où il y a de plus en plus d'artistes qui créent avec de l'intelligence artificielle. Ça leur ouvre pas mal de possibilités. Il y a de plus en plus d'institutions culturelles qui s'appuient sur cette technologie pour proposer d'autres accès à leurs collections. Ou d'autres expériences sur place, notamment avec des chatbots, mais pas que. Et il y a aussi de plus en plus de choses qui sont faites pour tout ce qui est curation, tout ce qui est plateforme de recommandation de contenu, de streaming, etc., font appel à ça. Et aussi tout ce qui est autour de l'optimisation des contenus culturels, de la prédiction. Il y a pas mal de prédictions en matière d'anticipation, par exemple, du prix, du vente d'une œuvre, etc. Donc, en fait, l'art, en général, c'est un domaine où il y a beaucoup d'applications et pas mal de potentiel pour l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un truc que j'ai creusé ensuite petit à petit en arrivant là-dedans. Et j'en ai fait au début, alors déjà je vais faire mémoire là-dessus pour commencer. Après j'ai donné 2 semestres d'enseignement sur le sujet à Sciences Po et on a sorti en mars un livre sur le sujet qui s'appelle Propos sur l'art et l'intelligence artificielle, artistes en devenir, et qui permet d'avoir comme ça une sorte de paysage des perspectives de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique et culturel. Ok. Et du coup, au moment où enfin, voilà, tu commences à percevoir en fait que l'intelligence artificielle, enfin, qu'il y a une opportunité dans le secteur culturel en utilisant l'intelligence artificielle, et ensuite de cette prise de conscience-là, comment tu en arrives à identifier le problème que va traiter le chatbot
comment tu t'y es prise pour identifier le problème? Hem, En fait, alors effectivement, les problématiques, c'est quelque chose qui a évolué. La toute première problématique qu'on avait, aperçue, en tout cas quand on a créé Ask Mona, le chatbot qui recommande des sorties culturelles, c'était qu'il y avait un vrai sujet pour arriver à connecter les institutions culturelles et certains publics, et notamment des jeunes publics qui, alors je dis pas qu'ils vont pas dans les institutions culturelles, c'est totalement faux, mais en tout cas, il y en a qui ont plus de mal à les capter. Et donc l'idée, c'était de pouvoir voilà, créer des liens et des connexions plus facilement entre ces institutions et leur public. Et ensuite, les autres problématiques sur lesquelles on s'est appuyé pour développer ce qu'on fait aujourd'hui au sein du studio, c'est vraiment le sujet déjà de l'information des publics des institutions culturelles. Comment est-ce qu'on peut informer les gens rapidement, répondre à leurs questions, faire en sorte qu'ils aient tous les éléments pour se rendre. Comment est-ce qu'on peut leur permettre aussi des fois d'avoir plus de lisibilité sur une institution culturelle, de savoir tout ce que propose l'institution, parce que des fois on peut avoir une vision très réductrice en se disant que voilà, il y a telle et telle exposition et c'est tout, alors qu'en fait les institutions culturelles peuvent avoir des offres beaucoup plus riches et variées et qu'elles ont envie de valoriser. Et ensuite l'idée c'était aussi de valoriser les contenus des institutions culturelles, dans le sens où il y a matière à faire beaucoup de choses en termes de médiation autour des œuvres pour apporter plus de contenu, pour permettre aux gens d'avoir d'autres clés de lecture autour des œuvres. Et en fait, toutes ces problématiques, on les a un peu découvertes au fil de l'eau et on s'est basé dessus à chaque fois pour proposer ces produits-là. Mais on n'est pas arrivé en se disant, tiens, ce serait pas mal de faire des choses avec des chatbots ou de l'intelligence artificielle. On est parti vraiment de quels sont les enjeux des publics et quels sont les enjeux des institutions culturelles et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions qui répondent à des problématiques rencontrées et ressenties aussi par les institutions culturelles. Ok, très, très clair. Et alors, du coup, de l'identification de cette problématique à une première proposition de valeur, un premier prototype, comment est-ce que vous... Alors, comment ce parcours s'est fait et comment vous avez validé, comment vous avez testé et validé votre idée du coup? Alors, nous, on a fait les choses un peu à la one again, si je peux le dire comme ça, dans le sens où on avait une approche qui, je pense, est pas mal, mais qu'ensuite, il faut quand même savoir aussi. C'est pas mal pour commencer, mais ça ne peut pas fonctionner non plus tout le long. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'était d'abord de soumettre des idées et de voir si elles plaisaient, si elles intéressaient et surtout si les gens étaient prêts à acheter ces idées ou en tout cas les solutions que proposaient ces idées avant de se lancer dans des développements à n'en plus finir, etc. Et donc, en fait, quand on a créé, donc, aujourd'hui, ce qui nous fait vivre, c'est l'activité du studio. Et comme je l'expliquais, c'est le studio qui permet aux institutions culturelles d'avoir leur propre assistant culturel. Et en fait, aujourd'hui, ce studio, il vit grâce à un back-office qui permet facilement de créer son chatbot très rapidement pour une institution culturelle en mettant ses informations. Et derrière, on a un certain nombre d'outils, pareil, maison d'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, avant de faire tout ça, parce qu'on aurait pu vouloir commencer par faire tout ça et ensuite vendre. Et en fait, au tout début, et c'est une approche qu'on continue à avoir sur nos sujets d'innovation, on a été voir des institutions culturelles, on leur a dit, est-ce que ça vous intéresse? Et le tout premier projet, on l'a fait à la main, dans le sens où on a voilà, développé ce chatbot par nous-mêmes, sans back-office, sans tout ce qu'on a développé depuis. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de voir quel était le produit dont les institutions culturelles avaient besoin et de l'affiner avant de se mettre tout de suite à développer une énorme plateforme, etc. Et donc, en fait, on a vraiment essayé de faire les choses pas à pas. Et ça, c'est une approche qu'on conserve aujourd'hui, de commencer par quelque chose de petit et de réalisable rapidement pour pouvoir ensuite le mettre à l'épreuve du marché, des clients, etc. Et de pouvoir l'optimiser ensuite au fil de l'eau. Donc on a commencé comme ça et donc effectivement un jour on a été voir un lieu culturel et on leur a proposé un chatbot. Alors ça s'est un peu fait dans les deux sens parce qu'on avait pas mal de lieux culturels qui voulaient leur Askmona à eux. Mais donc un jour voilà, on a eu cette discussion là et quelqu'un nous a dit ok go on y va. Et donc on a commencé à le faire voilà, un premier chatbot par nous-mêmes et ce qui nous a permis de voir qu'est-ce qui est nécessaire, quels étaient le bon format, quelles étaient les bonnes façons de faire et donc ensuite de fil en aiguille on a pu bâtir tout un back-office et toute une interface qui nous permettait de, si on reprend les termes startup, de scaler un peu tout ça, quoi. Ok. Et du coup, à l'issue de... Donc, vous avez validé votre idée. Ensuite, vous obtenez du coup un premier partenariat. Qu'est-ce qui leur a donné envie de travailler avec vous? Qu'est-ce que vous avez mis en avant? Quels avantages vous avez mis en avant? Ou quels chiffres?
Qu'est-ce qui a enclenché l'envie de collaborer? Alors déjà, il y a un premier truc dont j'ai pas parlé non plus. Au tout début de Ascona, quand on a fait ce chatbot de recommandation culturelle, on a commencé par remporter un appel à projet du ministère de la Culture qui nous a permis d'avoir 30 000 euros de subvention, quelque chose comme ça. Et surtout, pour remporter cet appel à projet, il fallait avoir deux partenaires qui étaient des institutions culturelles. Et donc, on a eu deux partenaires importants qui étaient Paris Musée et le Centre des Monuments Nationaux. Et donc, ça nous a permis de commencer en ayant une sorte de tampon en disant que voilà, on avait le soutien du ministère de la Culture, on avait le soutien de ces deux institutions culturelles qui étaient partenaires. Et en fait, alors notamment dans notre milieu, mais je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres milieux, ces premiers tampons-là nous ont permis aussi d'être plus pris au sérieux. Et donc on a pu aussi, Askmona, ça nous a servi de vitrine en disant voilà, regardez ce que fait notre chatbot, regardez quelle typologie d'utilisateurs on a, quels sont les usages. Enfin, on pouvait déjà montrer que voilà, on en avait fait un premier et ça intéressait un certain nombre de personnes et qu'en plus on avait tel et tel soutien et que du coup, a priori, on serait apte à en faire d'autres. Et ensuite, il y a un premier musée qui est signé et comme il y a un premier musée qui est signé, il y en a d'autres qui ont signé ensuite et ça c'est un peu fait comme ça. C'est que petit à petit, plus on avait de références et plus on avait signé des choses et on pouvait montrer des réalisations et plus on a réussi à embarquer d'autres personnes. Ok. Ce qui insiste et me fait une transition vers la deuxième partie de l'interview qui est peut-être davantage consacrée à l'équipe et à l'importance du collectif quand on entreprend, puisque là on a l'impression voilà, que c'est quand même, enfin, qu'il y a un écosystème qui s'est construit petit à petit, un écosystème favorable à l'évolution d'Ascona. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu du collectif, de l'importance que tu accordes au collectif et de l'importance même du collectif quand on entreprend? Bien sûr, je pense que le premier truc qui est hyper important quand on commence, et je suis sûre que vous le faites tous plus ou moins, c'est de parler de son projet et de s'entourer de personnes qui peuvent nous donner des conseils. Donc dans notre cas, on a été voir, ça s'est fait aussi progressivement, pareil, il y a des programmes qui facilitent ça, etc. Mais on a été voir des personnes qui avaient l'expertise un peu entrepreneuriat. Donc on a un certain nombre d'entrepreneurs qui sont alors soit des boîtes dans notre domaine qui ont plus d'expérience ou plus d'années d'ancienneté et qui peuvent nous permettre de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner dans quelques années, nous donner des conseils, soit d'autres entrepreneurs plus aguerris qui ont pu aussi pareil et qu'on continue à contacter quand on a des questions, des choses comme ça. Et ensuite, c'est important aussi d'avoir parmi ces conseillers, alors je ne sais pas s'il faut parler de mentors, enfin moi, je n'ai jamais formalisé vraiment exactement les choses, mais en tout cas, c'est des gens dont je sais que je peux les appeler et leur poser des questions quand j'en ai et d'autres personnes qui sont des pros du milieu culturel et des personnes qui ont voilà, une certaine influence aussi et à qui on a pu soumettre des idées. Et c'est aussi ce qu'on continue à faire quand on a des nouvelles idées, des choses qu'on a envie de faire et d'innover. On soumet d'abord à ces gens-là, on pose des questions, on en parle. Et ça, c'est hyper important de pouvoir avoir ces oreilles bienveillantes, on va dire, qui seront là pour donner des conseils, pour challenger des idées, etc. Donc ça, c'est le premier truc quand on débute. Après, je pense que bien sûr, ce qui est important, c'est ses associés, essayer de bien les choisir, prendre le temps de les connaître avant de s'associer avec eux, si on ne les connaissait pas auparavant, ou si on les connaissait, prendre le temps de travailler avec eux pour voir ce que ça donne, prendre un peu voilà, le temps d'observer tout ça. Et ensuite, il y a l'équipe et les premiers salariés. Je sais que nous, ça s'est fait un peu petit à petit en fonction des besoins. C'est vrai qu'au début, on a surtout commencé à recruter des développeurs. Ensuite, on a recruté des gens pour faire de la gestion de projet. Et après, on a recruté aussi des commerciaux, en plus d'un de mes associés qui assure ce rôle-là. Et donc, ça s'est fait un peu au fil des besoins, mais c'est vrai que pareil, une équipe, il y a besoin que les gens aient les compétences dont vous ayez besoin et aussi un état d'esprit et des valeurs qui soient en phase avec celles de la société que vous montez. Donc c'est un peu quelque chose de progressif et je pense que quand on prend le temps de le faire et qu'on le fait bien, après ça permet d'être bien entouré. Ok. Il y a moi j'ai un petit insight. Alors, et bien sûr, tu as des compétences en tant qu'entrepreneuse qui sont très remarquées. J'ai aussi entendu un peu parler de tes compétences managériales et de ta capacité en fait à donner envie à des personnes de travailler avec toi, de travailler sur tes projets. Est-ce que tu as, est-ce que tu as des conseils à donner justement pour bien s'entourer, pour donner envie à des personnes soit de tester ton prototype, soit de rejoindre l'équipe,
soit de t'accorder du temps même pour un guide d'entretien. Comment tu fais, toi, pour Euh, Je pense que c'est des conseils qui vont vous sembler hyper basiques, mais souvent, c'est les choses les plus bêtes qui, des fois, fonctionnent le mieux. Je pense que déjà, c'est hyper important d'arriver à transmettre une sorte de vision et de passion autour de son projet, dans le sens où c'est important d'arriver à montrer aux gens où est-ce qu'on a envie d'aller avec ces personnes-là, notamment si c'est des personnes qu'on a envie de recruter, quelles sont un peu les prochaines étapes et comment est-ce qu'eux peuvent contribuer à ça. Et après, je sais que moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait d'essayer de vraiment comprendre les personnes. Alors, on est une dizaine de personnes dans l'équipe, donc pour l'instant, je peux le faire assez facilement. Si on est plus, ça sera peut-être un peu plus compliqué de le faire autant, mais de comprendre les personnes, de comprendre ce qui les motive, de comprendre quels sont leurs points forts et de vraiment miser là-dessus. Et ça peut sembler hyper basique comme conseil, mais c'est vrai que ça demande pas mal d'observation et de temps aussi. Et une fois qu'on a capté ça, je pense que c'est ce qui permet aussi de mobiliser les gens au mieux et de permettre de monter des équipes qui soient complémentaires, motivées. Et voilà. Ok, et du coup, tu insistes en fait sur la vision. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On entend souvent parler de la vision. En même temps, c'est un terme qui reste pour la plupart des personnes qui entreprennent assez flou. Ouais. C'est quoi pour toi la vision? Je sais, effectivement, moi, pendant longtemps, ces questions de vision, ça m'a posé problème en me disant, mais est-ce que je dois être un peu comme, je sais pas moi, Steve Jobs et faire des choses qui sont hyper inspirantes pour les gens, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, je pense qu'au fond, la vision, c'est quelque chose qui peut être finalement assez basique et qui est de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie d'emmener les gens, quelle perspective on voit pour sa boîte, pour son business, pour le secteur dans lequel on agit, quel impact on a envie d'avoir aussi dans tout ça. Et au fond, quand on réfléchit à ça, on réfléchit à sa vision. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu mythifié d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est important et que pendant longtemps, moi aussi, on m'a parlé de vision et je me demandais un peu ce qu'on voulait ou qu'est-ce que ça voulait dire ou à quel point ça devait être un truc fabuleux à proposer aux gens. Et en fait, non, je pense que c'est prendre le temps de faire le point et de le refaire aussi assez régulièrement pour savoir voilà, où est-ce qu'on a envie d'aller. Quels sont les projets clés pour ça, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de changer, et d'être capable ensuite de rassembler un plan autour de ça et de rassembler ensuite des gens. Ok. Et où est-ce que tu as envie d'aller alors avec Askmona? Quelle est ta vision du coup pour cette boîte? Je pense que le fil rouge d'Asmona, c'est vraiment cette question d'accès à la culture et de créer des conversations et des liens entre les institutions culturelles et leur public. Et on a envie de continuer à le faire en allant encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui avec les assistants personnels et les chatbots. Et donc, ce qu'on veut, c'est développer un ensemble d'outils qui permettent aux institutions culturelles de vraiment connaître en profondeur leur public et nouer d'autres types d'interactions avec elles. Et donc, bien sûr, ça va prendre la forme toujours de chatbot, mais aussi d'autres outils d'IA qui leur permettront de faire ça un peu plus en profondeur. Et le tout dans une approche, et c'est aussi des choses dont on a pris conscience avec ces questions de coronavirus, etc. C'est aussi le faire dans une sorte d'approche collaborative et de pouvoir créer des conversations entre les institutions culturelles elles-mêmes. Et donc de mettre en place un certain nombre de synergies. C'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dessus sur le fait d'inviter les institutions culturelles à innover ensemble et à le faire avec nous pour effectivement leur permettre de continuer à faciliter l'accès à leur public. Ok, super. Merci. Et peut-être une dernière question, puisque tu as répondu à la question suivante qui était celle de comment est-ce que vous avez réagi à la crise du Covid. En fait, nous, au School Lab, on essaye aussi un petit peu de casser le mythe qu'il peut y avoir de l'entrepreneur à succès qui lève plusieurs millions très facilement et qui n'arrive jamais dans le combre. Parce qu'on pense en fait que c'est un peu une illusion et que ça trompe les gens sur ce que veut réellement dire entreprendre. Et donc, on aime bien aussi savoir ce que les entrepreneurs ont raté, connaître un peu les erreurs que tu as faites quand tu as entrepris et que tu pourrais, que tu aurais pu éviter. En tout cas, que nos entrepreneurs pourraient éviter grâce à Alors, j'ai fait plein d'erreurs, donc ça va être compliqué de parler d'une erreur en particulier. Je pense qu'il y a des petites erreurs, il y a des grosses erreurs. Il y a pas mal d'erreurs aussi, et c'est les erreurs que j'aime bien appeler
les merdes boomerang, c'est-à-dire des choses qu'on va faire à un certain moment où on va pas forcément avoir l'impression de faire une erreur d'ailleurs quand on le fait, et qui en fait vont vous revenir dans les dents des mois ou des années plus tard. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Donc je pense que, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup appris. Là, j'en vois pas une en particulier à pointer, mais en tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est important d'essayer de rester concentré, d'essayer d'être méticuleux. Même, je crois que la plupart, vous êtes plutôt en train de débuter. C'est vrai qu'au début, c'est un peu la jungle et qu'il y a plein de choses à faire dans tous les sens et qu'on ne connaît pas tout et que des fois, on n'est pas hyper carré sur certains trucs. Mais ça peut arriver que derrière, il y a un certain nombre de choses comme ça qui vous reviennent des années plus tard parce que c'était pas super carré à tel moment et ensuite, mais ça peut être des choses juridiques, mais ça peut être aussi des choses techniques. C'est très varié. Donc, je pense que c'est important, effectivement, comme je le disais, de pouvoir tester des choses avec un mode très souple. Mais une fois qu'on sait où on veut aller, de commencer à construire et à bâtir avec des bases saines et solides. Et en tout cas, d'essayer d'être le plus attentif et vigilant possible, parce que c'est vrai que voilà, des fois, on découvre, on apprend, on fait des choses, mais faut faire attention à ce que derrière ça ne nous revienne pas. C'est des erreurs qui ne posent pas de problème par la suite. Et sinon, après, je pense que c'est pas un problème de faire des erreurs en soi. À mon avis, c'est même probablement, je sais pas si c'est la seule façon d'apprendre, mais en tout cas, c'est probablement celle qui marche le mieux. On a des investisseurs qui aiment bien, un de nos investisseurs qui nous a dit ça, je sais plus quand, mais qu'effectivement, si on apprend, si on fait une erreur et que derrière ça nous fait mal, au moins c'est sûr qu'on la refera plus. Donc ça peut être un mode d'apprentissage assez efficace. Et en tout cas, voilà, je pense que tout le monde en fait et qu'effectivement, il faut arrêter avec cette vision de l'entrepreneur qui ne fait pas d'erreur ou qui n'a pas de problème aussi. Parce qu'il y a le fait de faire des erreurs et il y a le fait de rencontrer des problèmes. Et par exemple, là en ce moment, le coronavirus, c'est un gros problème, mais il y a plein d'autres problèmes divers et variés qui arrivent, qui vont vous arriver, qui vont m'arriver. Et en fait, je pense que ce qui est important à chaque fois, c'est de garder une sorte de souplesse pour se voir, bon, bah, pour voir comment est-ce qu'on va composer avec ces erreurs ou avec ces problèmes. Comment est-ce qu'on va faire pour, et notamment le coronavirus, c'est un bon exercice en la matière. Alors après, si vous débutez, je pense que vous serez peut-être moins touché, c'est peut-être plus facile quand on est encore une petite équipe de pouvoir s'adapter, etc. C'est vrai que sinon, ça peut aussi être l'occasion de se poser, de réfléchir profondément à sa stratégie et de réadapter le tir sur un certain nombre de choses. Donc en fait, les erreurs ou les problèmes, c'est souvent aussi l'occasion de réévaluer ce qu'on a fait et où on veut aller et de réajuster le tir. Donc finalement, c'est pas si négatif. Super. Merci. J'ai une dernière question qui me vient, qui fait une connexion avec le dernier retour d'expérience qu'on a eu, puisque la semaine dernière, on a Vincent, le fondateur donc, de Goodit, qui était intervenu pour un retour d'expérience et qui nous a parlé, lui, d'un livre qu'il avait marqué, donc de Mohamed Younous, et qui a insufflé en lui l'envie d'entreprendre socialement. Je sais que toi, tu viens donc comme tu l'as dit, de faire paraître un livre sur la place de l'intelligence artificielle dans l'art, c'est ça. Est-ce que tu as un livre marquant, un livre motivant qui a un peu été un tournant dans ta vie que tu pourrais recommander à nos entrepreneurs? Euh, c'est triste comme réponse, mais en fait, non. Moi, je peux lire plein de choses à plein d'endroits, de même des fois pas toujours finir les livres, c'est un peu brouillon, mais c'est des sources d'inspiration assez multiples, donc c'est difficile d'en trouver une ou un en particulier qui a changé quelque chose, mais c'est sûr qu'en fonction des périodes, il y a des livres qui peuvent être assez utiles. Là, par exemple, je suis en train de lire Hard Things About Hard Things. Alors pareil, je suis nulle, je me souviens pas du nom de l'auteur, mais vous pourrez le retrouver facilement. Euh, et en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant avec les livres ou ce genre de choses, c'est qu'il y aura toujours un livre qui correspondra à un moment, à une problématique, à une envie, ou même des fois un article de blog ou quelque chose. Et je pense que c'est important pour ça d'être en veille. Ou même ce livre, je l'avais acheté il y a, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, et là, je l'ai redécouvert actuellement. Et en fait, je le relis, et du coup, j'ai une autre lecture de ce livre qui me donne d'autres idées ou qui me débloque sur d'autres trucs. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une sorte de palette comme ça de ressources et en fonction des envies ou des problématiques de piocher dedans et de faire émerger d'autres solutions ou d'autres idées. Mais Ok, donc, pas de donc livre. ouais, mais donc la lecture un peu comme vecteur de créativité, d'innovation Ouais,
dans ce que tu me dis. Super. Donc, le principe avec les retours d'expérience, c'est que la deuxième partie du retour d'expérience, ce sont plutôt des questions des personnes qui ont assisté du coup à ton interview. On va prendre les questions dans l'ordre des conversations. Alors, est-ce qu'on a déjà quelques questions? Oui, on a une question. Alors, on a une question de Caroline qui est entrepreneuse qui vient de commencer le programme Pépite Mhm. et qui te demande en quoi le programme Pépite, du coup, t'a aidé et quels sont tes conseils? Alors, Pépite, nous, à l'époque, on l'avait fait, on était la toute première promotion de Pépite à Station F. Je ne sais pas si c'est également ton cas. Mais du coup, ce qui était pas mal, c'était à la fois l'accompagnement Pépite et l'écosystème Station F, dans le sens où, effectivement, on baignait dans une sorte de foisonnement d'entrepreneurs, d'événements, de choses comme ça. Et nous, on avait essayé d'en tirer le maximum pour essayer de faire les bonnes rencontres, essayer de trouver les bonnes ressources. Et surtout, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans Pépite, c'était à la fois la possibilité, en fonction des problématiques, de solliciter telle ou telle expertise. Et ça, c'est super. Et je pense qu'il faut en profiter tant qu'on est encore dans des programmes d'incubation, parce que c'est précieux de pouvoir, voilà, j'ai telle problématique, par exemple juridique, et on peut me mettre en relation avec tel ou tel expert. Et ça, c'est top. Et après, moi, j'essaie de le recréer, mais c'est pas toujours aussi efficace. Et sinon aussi d'être avec d'autres entrepreneurs, parce que c'est vrai que là aussi, donc maintenant nous on a nos bureaux, donc c'est super, on est entre notre équipe, mais du coup j'essaie quand même de garder le lien avec d'autres entrepreneurs, et au fond c'est hyper rassurant, et je pense qu'à ce moment-là on commence, c'est top, parce que ça permet de voir les problématiques des autres, et aussi d'apprendre de leurs problématiques ou d'apprendre des solutions qu'ils trouvent, et du coup ça c'est un truc que j'avais trouvé vraiment précieux. Ok, très intéressant. On a une question de Florian sur la gestion du stress. As-tu des tips pour lutter contre le stress et la pression que tu peux avoir en tant que dirigeante? Bah, là-dessus, c'est vraiment un ongoing process. J'ai pas de recette miracle, désolée. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de prendre de la distance. Pour les trucs les plus difficiles, de prendre le temps de les processer, c'est-à-dire limiter au maximum tout ce qui est réaction à chaud, prendre le temps Alors, des fois, il faut être réactif, bien sûr, hein, mais prendre le temps de digérer, d'analyser les situations avant de décider de la bonne riposte ou de la bonne solutions ou choses à faire. Et après aussi de s'aménager des temps pour soi. Je sais que là, par exemple, en période de coronavirus et de télétravail, on peut être tenté de bosser tout le temps et de ne pas avoir de rythme. Je pense que c'est important de voilà, se prendre des vraies pauses le midi, le soir, bosser le moins possible, se garder des week-ends. Moi, je sais que assez rapidement, alors au début, oui, je bossais le week-end, mais en même temps, j'étais étudiante, donc c'était un peu enfin, j'étais obligée de bosser le week-end sur la boîte. Mais après, dès que j'ai pu et dès que j'étais à plein temps, j'ai fait en sorte de ne pas bosser le week-end sur la boîte, pour se garder en fait des temps de récupération qui permettent aussi d'être des temps derrière où on va avoir des nouvelles idées, on va se ressourcer. Parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que quand je suis un peu au bout du rouleau, sous pression et en train d'enchaîner plein de trucs, on est plus tout créatif, on n'a pas de recul avec les choses, et on subit vachement. Donc en fait, dès qu'on peut reprendre des sortes de respirations qui peuvent permettre de reprendre de la distance et essayer de bâtir un rythme autour de ça, c'est pas mal. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est stressant, c'est sûr que je sais que moi, je prends vachement à cœur le fait que voilà, il y ait d'autres personnes, et donc comme on est une dizaine, toutes ces autres personnes comptent notamment sur moi pour que la boîte fonctionne, pour avoir un salaire avant la fin du mois. Donc c'est vrai que ça met la pression, mais je pense que voilà, faut remettre les choses en perspective à chaque fois et essayer de pas être. Enfin, personnellement, je sais que je suis assez pessimiste comme personne, mais j'essaie toujours de remettre un peu les choses en perspective pour aussi voir le bon côté des choses. Ok, je vais rebondir moi sur la question de Caroline, puisque en plus tu l'as mentionné un peu pendant ton intervention, tu disais que certaines choses que vous avez apprises du coup pendant le programme, vous continuez de les pratiquer enfin, chez Ask Mona, notamment cette idée un peu d'aller tester, enfin, de tester ces idées, et de tester leur validité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as gardées que tu as apprises pendant le programme Pépite, par exemple, et dont tu t'es emparé après pour la seconde? Euh, c'est compliqué de vous pointer des choses en particulier. Ce qui est sûr, c'est que
j'ai appris des choses et après, je pense que c'est aussi un truc à garder en tête, c'est que là, vous allez sûrement, ou toi en tout cas, tu vas sûrement apprendre des choses et on va te voir des trucs où, sur le coup, c'est pas forcément pertinent pour toi, mais il se trouve que dans quelques mois, en fait, tu vas rencontrer cette problématique où tu vas repenser à ce truc-là et ça va te débloquer sur telle ou telle situation. Et moi, je pense que c'est ce que j'avais vraiment essayé de faire à l'époque de ce programme, c'était effectivement, j'étais hyper focus sur quelles étaient mes problématiques et j'essayais de faire en sorte de mobiliser tout ce que proposait ce programme pour pouvoir les débloquer. Mais aussi, j'ai fait en sorte d'être à l'écoute, d'être curieuse et pareil, d'écouter un certain nombre de choses qui, sur le coup, n'étaient pas forcément indispensables pour moi ou qui ne m'apportaient pas tout de suite, immédiatement quelque chose, mais qui, des mois plus tard, m'ont apporté quelque chose ou ont fait sens parce que j'ai rencontré telle ou telle situation. Donc en tout cas, ce que je peux retenir de ça, c'est que c'est des moments hyper intéressants pour être curieux, c'est d'emmagasiner le maximum d'infos, même si elles ne vont pas toutes forcément vous servir tout de suite, mais certaines pourront ensuite vous débloquer une fois que vous serez plus directement incubé. Et après, je pense que c'est hyper important de garder lien entre vous et de garder lien aussi avec Schoolab, puisque je sais que nous, encore aujourd'hui, bah, par exemple, je suis là aujourd'hui, mais à d'autres occasions, j'ai pu recontacter d'autres personnes, on a refait des événements ou des choses. Donc, c'est important de faire partie d'un écosystème et de garder lien avec son écosystème. Ok. Et du coup, j'ai quand même une dernière question que j'ai hésité à poser tout à l'heure que je n'ai pas posée. C'était parce que tu l'avais un petit peu abordé dans tes réponses, mais pour en avoir peut-être le cœur net, comment est-ce que Askmona, du coup, s'est adapté à la période de confinement? Parce que nous, par exemple, dans les startups de la promo précédente, il y en a beaucoup qui ont pivoté pour s'adapter à la situation, qui ont changé leur proposition de valeur, qui ont sorti un nouveau produit. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour s'adapter à cette crise et à ce climat d'incertitude un peu Bien sûr. aussi? Bah, on a fait des choses de premier ordre qui sont tout ce qui est un peu optimisation d'un point de vue financier. Donc effectivement, on a dû bah, faire un certain nombre de demandes pour tout ce qui est les prêts garantis, etc. On a mis une partie de l'équipe aussi en activité partielle. Donc on a essayé de faire en sorte tout ce qui était les mesures un peu conservatrices pour essayer de préserver notre trésorerie et parce que bah, bien sûr, on avait moins de ventes et moins de choses comme ça. Donc au début, on a mis en place ces mesures un peu de conservation et en même temps, on a eu toute une réflexion et toute une sorte d'introspection pour réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, quel est le bilan qu'on tire de ça, parce que cette crise, en fait, on est encore en plein dedans, donc il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer tout de suite et d'autres qu'on va tirer a posteriori. Mais en tout cas, nous, on a réussi à identifier un certain nombre de choses qui étaient importantes dès aujourd'hui vis-à-vis de notre business. Alors, c'est vrai que nous, on propose des solutions numériques à des institutions culturelles et pour tout ce qui est les questions d'accès à distance à un lieu, c'est vrai qu'on est aussi sollicité par des lieux qui ne peuvent pas réouvrir tout de suite ou qui étaient fermés et qui voulaient quand même valoriser leurs collections, leurs expositions, etc., qui ont fait appel à nous. Donc, notre produit répondait à un certain besoin dans cette période-là. Mais en même temps, on a aussi réfléchi à comment est-ce qu'à l'avenir, on pouvait faire évoluer notre stratégie pour évoluer avec des espèces de tendances qui sont amenées par cette crise. Et notamment, je vous parlais de plus de collaboratif. Je pense que dans notre secteur, c'est quelque chose qui est assez important, notamment comme les institutions culturelles sont durement touchées par cette crise. Comment est-ce qu'à terme, on peut leur permettre aussi de continuer à innover et le faire entre elles de façon collaborative et nous, être au plus proche de leurs besoins pour penser les solutions d'IA qui ont une emprise très concrète sur leur quotidien. Donc, c'est ce genre de choses. Ok, hyper intéressant. Je ne connaissais pas cet aspect-là du coup de Asmona et la collaboration entre ces différents partenaires. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, sauf si quelqu'un a une question de dernière minute. Mais Euh, ouais, pour rebondir là-dessus, nous, ce qu'on continue à faire, et je pense que c'est un truc qui est top à faire dès le début, un peu pour expliquer, c'est que dès qu'on a envie de tester une nouveauté ou une innovation, que ce soit dans notre produit, que ce soit une évolution de l'offre ou ce genre de choses, on essaie toujours de trouver un partenaire qui peut être, qui aurait le profil d'un client potentiel, mais qui du coup agit comme partenaire et qui derrière va nous faire, va participer à cette expérimentation avec nous et qui va nous faire un certain nombre de retours sur la solution, l'évolution qu'on a envie de proposer. Donc, ça peut être des fois de soumettre des idées à des gens et de voir ce qu'ils en pensent, mais souvent, on essaie vraiment d'avoir une sorte de convention de partenariat plus aboutie pour qu'au fur et à mesure du process d'expérimentation qu'on a déterminé, ils puissent être partie prenante.
Et donc ça, je pense que c'est top. C'est un truc qui peut être fait dès le début et c'est un truc qu'il faut, à mon avis, continuer à faire ensuite pour être sûr de faire des solutions et des produits qui ne soient pas hors sol et qui permettent très concrètement et même dans les usages de coller aux besoins des personnes. Ok, mais ce qui veut dire en fait que, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça du coup un processus de co-création en fait, où vous allez transformer un potentiel client plutôt du coup en partenaire, en collaborateur, avec qui vous allez designer la solution sur mesure en quelque sorte, ou en tout cas dans l'écoute de ses besoins. C'est ça, en fait, C'est ça, ouais. on essaie de créer à chaque fois des process d'expérimentation. Donc, on découpe notre expérimentation en un certain nombre d'étapes et on sait qu'à telle et telle étape, on a besoin de solliciter le partenaire pour voir si ce qu'on a pensé, c'est en adéquation avec ses besoins de métier, si la solution, elle est suffisamment pertinente pour lui ou performante, ou si en termes d'ergonomie, ça marche bien pour lui. Et c'est des choses qu'on essaie de faire voilà, dès qu'on veut innover ou dès qu'on veut faire quelque chose de le faire toujours main dans la main avec un utilisateur final, donc dans notre cas un client, enfin d'ailleurs c'est sur des clients, pour être sûr que ça colle aux besoins et éviter de faire des choses hors sol et donc de perdre du temps. Ok, parce que ça justement, c'est quelque chose en tout cas de l'expérience que j'ai d'accompagnement de start-up. Souvent, les entrepreneurs en phase d'idéation, de prototypage ont peur en fait d'aller voir les clients et de leur présenter en fait une solution qui n'est pas aboutie, qui n'est pas prête. Finalement, toi, ce que tu dis, c'est que enfin, vous faites exactement l'inverse et que vous gagnez même en fait à contacter euh, à contacter de potentiels clients pour essayer de comprendre leurs besoins et de concevoir ensemble un produit qui va répondre à leurs problèmes. Ouais, tout C'est en ça le. Ouais. par exemple, pour s'assurer que c'est pas juste un truc qui a été fait custom pour une personne, mais que ça correspondra bien aux besoins de tout un secteur ou de toute une cible de clients. Mais effectivement, c'est assez important. Et les gens sont plutôt. Enfin, je sais quand on arrive et qu'on va voir quelqu'un pour son expertise en lui disant qu'on a tel projet, qu'on aimerait avoir son avis dessus, les gens globalement sont plutôt ouverts. Enfin, après, il faut le faire avec la bonne démarche et il faut respecter aussi le temps des gens. Mais globalement, c'est plutôt bien reçu. Et derrière, ça peut aussi permettre d'en faire un ambassadeur. Une fois que cette personne vous a aidé à co-construire quelque chose, vous pouvez dire que vous avez co-construit avec telle personne, que du coup, il y a une forme de validation de la part d'un expert de votre secteur, et peut-être même que cette personne sera fière d'avoir co-construit ça avec vous, et vous aidera derrière, ou vous donnera des conseils d'autres personnes à contacter. En fait, c'est toujours hyper vertueux d'impliquer les gens. Ok, très beau. Sur l'importance du collectif à toutes les étapes de création d'une startup, c'est magnifique. On a une dernière question du coup de Florian sur la difficulté à se couper, enfin, de pas trop dur de se couper de cette dose d'innovation et de motivation que peuvent être les incubateurs. Je rebondis, c'est quand le bon moment pour quitter un incubateur aussi. Franchement, c'est compliqué de répondre à cette question. Nous, on a fait donc pas mal de programmes d'incubation. Effectivement, on a fait Pépites, mais on en a fait peut-être deux ou trois autres. J'ai pas fait le compte, mais quelque chose comme ça. Et encore aujourd'hui, on est dans des choses comme, je sais pas si vous connaissez, mais le réseau Entreprendre, ce genre de choses qui nous permet aussi d'être encore dans des sortes de collectifs d'entrepreneurs, etc. Je pense que ça dépend des. Nous, il y a eu un truc autour de la taille de l'équipe où c'est vrai que quand on a commencé à être 7, 8 personnes, on commençait à avoir envie d'avoir nos bureaux et on n'avait plus forcément besoin au quotidien d'avoir le niveau d'accompagnement que proposent les incubateurs. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à bouger, à avoir envie d'avoir nos bureaux. Mais je connais d'autres boîtes qui sont assez grandes et qui restent encore dans des systèmes d'incubation. Donc je pense que ça dépend un peu de vous et de comment vous ressentez le truc et de quel niveau d'accompagnement vous pensez avoir besoin et aussi quelle configuration vous avez envie d'avoir avec votre équipe. Voilà. Parfait. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, si tu n'as rien à ajouter, moi en tout cas en ce qui me concerne, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être intervenu auprès de nos entrepreneurs. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu leur as données. C'est hyper précieux pour eux qui viennent de se lancer d'avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui en plus est passé par un programme qu'ils connaissent et puis qui a réussi. Donc voilà, je vois qu'il y a des merci qui affleurent dans le chat. Merci beaucoup, Mario. Je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous et je vous souhaite plein de courage pour vos projets. Je suis sûre que vous ferez des trucs formidables, donc j'ai hâte d'en entendre parler. Merci. Passe une bonne soirée. Salut.